Bon, on va commencer doucement par l'actualité parce que je sens que la soirée va être très longue. Du coup, on va commencer par jeter les petits trucs simples. Ce soir, nous allons parler beaucoup de cinéma. Nous allons parler beaucoup de politique dans le cinéma, car nous allons parler énormément de représentation. Et quoi de mieux pour parler de représentation que de parler de très grands événements de cinéma et leur visibilité publique, comme des événements qui ont eu lieu récemment, que sont les Césars et les Oscars. Donc on va commencer par ça. Les actualités, elles vont être plutôt courtes cette semaine, je me suis concentré, je pense que je vais me concentrer à chaque fois sur un peu des thématiques, à part s'il y a des trucs qui sont très sensibles dans le temps, ou à ce moment-là je les mettrai dès que possible. Mais pour l'instant, je vais le faire. Je vais faire une actualité un peu spéciale aussi, parce que comme je serai pas la semaine prochaine, je vais parler des sorties ciné la semaine prochaine. Pour commencer, on va parler les Oscars. Le fameux, le grand, très grand. Alors je sais plus quelle est la 20e cérémonie, je crois que c'était les 70e, 40e, 50e. J'ai l'impression que tous les festivals dont je parle ont au moins 50 ans. Les Oscars, je sais pas si vous avez regardé la cérémonie des Oscars, et je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vous ai mis l'image principale qui est ce que tout le monde va un peu garder des Oscars, qui est la très 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 grande victoire du film Everything Everywhere All at Once, qui a rapporté qui a rapporté 7 Oscars d'un coup, ce qui est un peu un événement, parce que rarement il y a peu de films qui ont énormément d'Oscars. Je crois que le film que j'ai en tête, c'est genre les films Seigneur des Anneaux qui, dans les années début 2000, avaient gagné genre 10 ou 12 Oscars d'un coup, ce qui était assez fou. Mais cette fois-ci, c'est Everything Everywhere All at Once qui a gagné. Alors malheureusement, je sais que vous êtes fan du film, je sais que vous l'avez tous vu, je sais que c'est le futur du cinéma, mais moi, je ne l'ai pas vu. Alors je vais profiter des Oscars pour le voir. Mais pour le petit rapidement, c'est un film sur le multivers, enfin les multivers, qui traite de la vie d'une femme asiatique jouée par Michelle Yeoh, et qui se retrouve confrontée à tous les choix de sa vie et toutes les possibilités qu'elle aurait pu voir de manière plus ou moins surréaliste, et les choix dans sa vie. Là j'espère que tu vas le regarder quand même, tu n'as plus d'excuses. C'est vrai que j'ai plus d'excuses maintenant qu'il a 7 qu'il a 7 Oscars. En fait, je vais dire contre Uno, car je devais aller le voir avec 3 personnes qui m'ont dit « Mais bien sûr, je t'attends !» Qu'est-ce qu'elles ont fait? Et elles sont allées les voir sans moi. Ça, c'est terrible. Et du coup, j'ai raté, parce que je voulais le voir en duo, ou en trio, ou en groupe, pour pouvoir en discuter après, parce que je savais que c'est le genre de groupe de film dont on parle après. J'ai vu les petits spoils, waouh, trop bien la séquence des cailloux, waouh, trop bien les googly eyes. Je peux presque vous spoiler sur le film, mais je ne suis pas spoilé, donc ça va. Mais arrêtez de me dire que la séquence des cailloux, elle est trop bien, j'en ai trop marre. S'il vous plaît. Donc voilà, une grande victoire, et puis bon, pour lier au thème de ce soir qui est la représentation, c'est aussi une grande victoire pour les représentations des personnes asiatiques dans le cinéma. Ça fait quelques années que la question de la représentativité dans le cinéma est venue, et il y avait notamment des gros mouvements politiques comme Oscar So White, il me semble, hashtag Oscar So White, où on critiquait le fait que toutes les personnes récompensées aux Oscars étaient que des personnes blanches, et effectivement, des décisions ont été prises après pour essayer d'améliorer l'inclusivité du festival. J'ai pas trop regardé les Oscars, j'ai pas trop regardé les discours, je sais juste qu'il y a beaucoup de discours sur la grossophobie de The Whale qui sont en cours, et on va parler de ça pas en longueur, parce que pour l'instant j'ai pas encore tout consulté, mais là où on a eu de la représentation très positive pour les communautés asiatiques, il y a eu de la représentation très négative pour les standards de beauté des corps. Donc c'est dommage. Pour revenir sur un sujet que je maîtrise un peu plus, les grands prix qui ont été donnés à l'animation aux Oscars sont le meilleur long métrage d'animation et le meilleur court métrage d'animation. Normalement, vous avez tout à l'écran. Donc, meilleur long métrage d'animation, on l'attendait un petit peu, le Pinocchio de Del Toro, sorti en décembre. Alors, on nous dit dans le chat, oui, c'est ça, Michelle Yeoh est d'ailleurs la première actrice d'origine asiatique à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice, ce qui est assez significatif, mais on est très content pour elle. Genre, vraiment, c'est très très cool. Je sais que elle a eu le prix de... Elle a eu le prix, et ils ont eu des prix assez divers, comme sur... ils ont pas eu la bande-son, qui est de Sonlux, que du coup je devais trop envie de voir, parce que je devais aller voir Sonlux, qui passe à Paris dans 3 jours, mais je ne vais pas voir Sonlux. Mais je sais qu'ils ont eu des prix très diversifiés, à la fois sur la mise en scène, le meilleur film. Bon, cet Oscar, c'est que vous devez avoir fait quelque chose de bien.
Meilleur film d'animation, du coup, Pinocchio de Del Toro. J'en avais parlé ici en disant que c'était de la stop motion de très 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 haute qualité, que le film avait beaucoup de qualité. Donc, c'est sans trop de surprise qu'il gagne le Grand Prix. On avait aussi Le Monstre des Mers qui est disponible sur Netflix, que j'ai pas vu, qui avait l'air très classique. Alerte Rouge, qui était très bien aussi sur les questions de représentativité des personnes asiatiques. Et qui était plutôt mignon sur qu'est-ce que c'est qu'être une adolescente. Qu'est-ce que c'est qu'être une adolescente, tout simplement. Marcel le coquillage et ses chaussures, qui, je ne connaissais pas l'existence de film, j'ai appris qu'il avait l'air très cool, qui est un film en stop motion sur un petit coquillage et une histoire de famille, qui n'est pas sorti en France, qui va peut-être sortir en France. En tout cas, il m'a passé tout à fait en dessous du radar, donc je suis assez curieux. Et Le Chapeauté, dont on a parlé la dernière fois, qui est vraiment bien, mais est-il exceptionnel? I don't know. Pour les meilleurs courts-métrages d'animation, j'en ai vu aucun, mais le prix est revenu à L'Enfant, la taupe, le renard et le cheval, de Charlie Mackesy et de Matthew Freud, que je n'ai pas vu, qui avait l'air d'être de la belle de Détradi, mais... Donc voilà, les Oscars sont passés, mais par chez nous, nous avons eu une autre grande cérémonie, les Césars. Donc on en avait parlé les dernières semaines, c'était surtout Elliot qui en avait parlé à cette antenne des sélections. On avait parlé du festival du cours de Clermont, on avait parlé aussi de l'importance des catégories et tout ça. Les Césars, j'ai vu plus de choses. J'ai vu les 3 films d'animation qui ont été sélectionnés et dont celui qui a gagné. Donc le gagnant de cette année, c'est Ma famille afghane, réalisé par Mikaela Pavlatova, que je n'imaginais pas du tout gagnant face à le petit Nicolas, qui était un peu le parti pour tout remporter, vu le contexte et la bonne qualité du film. Mais c'est Ma famille afghane qui l'a vu, qui est un choix que je soutiens. Même si ce n'est pas mon préféré du 3, je trouve que c'est un film qui a un message politique qui est vraiment intéressant. Et qui va peut-être avoir une ressortie en salle. J'espère donc, si vous n'avez pas vu le film, et je pense que vous ne l'avez pas vu parce qu'il y a une très petite sortie, c'est l'histoire d'une femme tchèque qui décide de suivre son mari en Afghanistan et qui parle de sa vie là-bas et sur une dizaine d'années. C'est un témoignage à la base d'un roman qui est adapté au cinéma. Et de sa vie là-bas, des habitudes qu'elle doit prendre de la culture locale et aussi de son regard sur la montée au pouvoir des talibans dans le pays. Et du coup, c'était cool, j'en avais parlé ici en disant que même si je trouvais que le film avait quelques défauts, il offrait un contrepoint intéressant à une très grande lignée de films qu'on a eu en France et en Europe sur la montée des radicalismes dans les pays du des pays du Moyen-Orient. On a eu Persepolis qui a été très marquant, on a eu Jasmine qui en a parlé aussi. Et donc c'était cool, et on a beaucoup de récits de réfugiés en fait, en France et en Europe. Et du coup c'était intéressant de voir quelqu'un qui, au lieu de fuir un pays et une culture, vient dans un pays et apprend la culture, et du coup a un avis qui est forcément différent du fait de sa position. Le César du meilleur film a été donné à La Nuit du 12, que je n'ai pas vu, de Dominique Moll, du long métrage. Du coup, il y a les séparations, on en parlait, la séparation du film live et du film d'animation. Bon, c'est séparé. Tout le monde avait beaucoup soutenu La Nuit du 12 parce que c'était un film qui avait l'air d'adresser très bien les enjeux du féminicide en France. Je n'ai pas vu, mais tous les voyants étaient ouverts sur ce film, donc profitez peut-être de sa ressortie pour aller le voir. Et le César du meilleur court-métrage d'animation a été donné à La vie sexuelle de Mamie, réalisé par Urska Dukšik et Émilie Pijard, dont je vais vous mettre le lien tout de suite car le film est disponible sur Arte. Et j'ai pu le voir là il y a quelques jours suite à la nomination, et j'avoue que je suis un peu ambivalent sur ce film. Je suis pas tout à fait convaincu de la proposition, car vu le titre, je m'attendais à un court-métrage peut-être plutôt positif sur la vie sexuelle des personnes âgées, mais en fait c'est un film qui parle plutôt de la condition des femmes slovènes, si je ne me trompe pas, car c'est un film slovénien. Et il parle notamment beaucoup
de violences sexistes et sexuelles vécues et témoignées, et la morale du film étant plutôt on survit comme on peut, que on a une lueur d'espoir quelque part où il y a de l'amélioration, et du coup il y a des scènes d'agression sexuelle assez violentes dans le film, donc gros avertissement sur ce film. Allez voir si vous êtes d'attaque pour voir ce genre de choses. C'était une grande discussion qui mériterait de prendre le temps de comment faire du témoignage sans créer du traumatisme dans le cinéma. Et bon, pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve que ce film remplissait pas ce contrat de proposer un angle et une vision par rapport à ça. Du coup, c'est un film de dénonciation, mais personnellement, je l'ai trouvé assez dur à voir. J'ai regardé juste des extraits des discours de remise des prix, et c'était étonnant de voir que ces deux films, qui sont du coup deux films étrangers, un film tchèque et un film slovène, remercier les trois réalisatrices, remercier toutes les trois le cinéma français, parce qu'il y avait eu des investissements, parce qu'il y avait eu pour la vie sexuelle de mamie, il y a des résidences en France. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être que le cinéma français aide à la création du cinéma européen, donc on peut le remercier pour ça, parce que la France a quand même un très gros pays exportateur de culture. Et voilà, donc les Césars. C'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. Et je voulais finir sur un troisième festival qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver, qui est le festival d'un jour, qui est un festival qui se déroule à Valence en France, du coup dans les dates du festival d'un jour, festival fait à Valence, en dessous de Lyon en France, qui dure du 20 au 25 mars. Ce n'est pas un festival compétitif comme les deux festivals dont je viens de vous parler, c'est un festival plus on pourrait dire, de rattrapage et d'initiation à ce qu'est le cinéma. Moi, c'est un festival auquel j'ai pu participer en tant que bénévole, il y a longtemps. Et c'est un festival très familial qui est là pour initier des gens à l'animation, aux enjeux. Festival d'un jour, du coup, si vous êtes à Valence à ces dates-là, je vous conseille d'y aller. Il y a une grande partie des séances qui sont gratuites, et c'est un festival qui permet aussi de rentrer en contact avec les studios locaux, avec des visites et des projections. Il y a des projections de courts-métrages, des projections de courts-métrages, et il y a aussi beaucoup de... Cette année, c'est tourné autour d'une initiation au cinéma en papier découpé, du coup une forme d'animation qui est assez rare et qui en ce moment est développée tout particulièrement à Valence parce qu'il y a un projet de long métrage d'animation qui s'appelle Le Secret des Mésanges, dont vous pouvez voir quelques images ici, et il y aura des ateliers autour de la découverte et un work in progress ou une masterclass de 2 heures qui sera proposé pendant le festival. Donc on est content de voir des longs métrages dans des techniques rares en France. Ça fait plaisir. Et si vous êtes étudiant, alors cette année c'est trop tard pour y participer, mais peut-être l'année prochaine vous pouvez postuler pour faire une sorte de cadre exquis qui est proposé chaque année sur la semaine du festival, qui vous permettra de participer au festival et d'être projeté. Si vous êtes étudiant en école, n'hésitez pas à faire des demandes, ça peut être l'occasion de rencontrer des gens. C'est un festival qui est très sympa, qui permet de faire des rattrapages, puisqu'il projette des films qui ont entre 1 et 15 ans, quoi, sur des thématiques dédiées. Et voilà, c'est très chouette. Ça se fait dans plusieurs cinémas de la ville et dans des installations qui sont à la Cartoucherie, qui est un gros bâtiment qui est à Valence avec un mélange de studios et de salles de cinéma. Voilà, ce sera tout pour les festivals. Mais sachez que si vous êtes étudiant ou si vous êtes intéressé par les études en cinéma d'animation, et même en art et en art appliqué de manière générale, il y a des grands questionnements qui sont en train de se faire en France en ce moment, et des manifestations et des prises de parole qui ont lieu, que j'essaierai de relayer ici et dans d'autres endroits, qui est que en ce moment il y a une grande précarisation, un manque de financement de l'éducation dans les domaines de l'art, et que à la fois ça appauvrit les formations actuelles publiques, c'est-à-dire en grande partie gratuites et accessibles, et que il y a des écoles qui ferment, il y a des formations qui ferment, et il y a des manifestations en ce moment, et depuis un mois et demi,
Il y avait eu des manifestations au cours du festival de la BD auquel j'avais pu assister et parler avec quelques-unes des personnes qui manifestaient. Donc, moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai fait. Les artistes ne deviennent pas artistes tout seuls, ils ont aussi besoin d'un cadre et d'apprentissage et de rencontrer leur pairs pour, euh, pour s'améliorer dans leur création. Et on observe de manière un peu générale un désintérêt de l'enseignement public enfin, de l'enseignement public en général, par le gouvernement, mais aussi de l'enseignement public destiné aux arts. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles privées de dessin, d'art et d'animation qui se positionnent et qui mélangent une contrainte industrielle de générer de l'argent en même temps que former des nouveaux artistes. Si ça vous intéresse le sujet, je vous partagerai dans les prochains jours des publications à ce sujet, mais sachez qu'il y a des prises de parole qui sont en ce moment et qu'on y reviendra à ces centaines. Ensuite, on va parler des sorties cinéma, un petit peu dans l'ordre. Je vais m'attarder principalement sur un film que j'ai vu il y a des derniers jours, j'en avais parlé la semaine prochaine, Nayola. Nayola, c'est un film qui est sorti le 8 mars dernier, donc mercredi il y a une semaine, qui est dédié à l'histoire de l'Angola, vécue par deux héroïnes, et qui est réalisé par José Miguel Ribeiro, qui est une collaboration européenne, mais principalement portugaise. C'est un film qui est assez complexe, qui a beaucoup d'enjeux, et dont je suis ressorti... moi je l'ai vraiment bien aimé. C'est un film qui pose questions, et plusieurs des questions que je me posais ont été répondues par le réal qui était sur place. Bon, commençons par le début. Nayola, c'est un long métrage d'animation qui mélange des techniques de 2D et de 3D, et qui suit l'histoire principalement de trois femmes qui sont trois femmes issues d'une même famille, donc qui sont Nayola et Yara, qui est sa fille, et leur grand-mère qui, je ne sais plus si elle est nommée dans le film, qui sont les trois personnages que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Et c'est l'histoire aussi d'un pays qui est l'Angola, qui a subi une guerre de décolonisation et qui a subi une guerre civile qui a suivi la décolonisation, car c'était une ancienne colonie du Portugal. Et donc on suit principalement Nayola qui part, pendant la guerre civile, part à la recherche de son mari perdu, pour essayer de le retrouver, car elle veut essayer de le retrouver, parce qu'il s'est engagé dans un côté du conflit de la guerre civile. Et en parallèle, mélangé à son histoire, on a l'histoire de Yara, qui est la fille en jean sur l'affiche, qui elle est rappeuse dans l'Angola moderne, enfin qui est en 2011, car le film a mis 10 ans à être fait, donc l'Angola moderne de l'époque. Et qui elle est rappeuse et qui est confrontée à notamment de la répression policière, et qui veut faire entendre sa parole sur la libération et la liberté que doivent avoir les jeunes Angolais dans la société. Et du coup, c'est un film qui est assez touchant, qui mélange beaucoup de passages de souvenirs, qui mélange beaucoup de passages de guerre, parce que c'est principalement un récit de guerre et de survie, et qui est vraiment touchant, en fait. C'est vraiment très touchant ce que ça raconte, à la fois sur ces héroïnes et sur le pays. C'est assez cool intéressant de voir comment chaque personnage prend ce conflit comme quelque chose qui a marqué sa vie, quelque chose comme lequel il a participé activement, ou quelque chose auquel il n'a pas participé, mais qui a marqué définitivement sa vision du monde. Donc ça, c'est un peu les approches des trois personnages par rapport au conflit. C'est un film qui est assez dur, parce qu'il y a des scènes de guerre et que... c'est une longue traversée du désert et descente aux enfers pour le personnage de Nayola qui, au fur et à mesure qu'elle traverse le pays en guerre, se retrouve accompagnée d'un chacal un peu symbole de sa mort et de la mort et un peu de son voyage vers l'autodestruction. Et voilà, ça m'a pas mal pris au cœur. Je trouve le film mélange des passages très réalistes et réels, parce que basés sur l'histoire réelle du pays, et des passages beaucoup plus surréalistes et mystiques, dont une scène de transe en fin de film qui était vraiment très forte, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc je vous recommande plutôt. Cependant, c'était aussi un film qui pose question pour des raisons de représentativité, comme on va en parler plus tard, car c'est un film portugais qui parle de l'Angola et qui est fait par une personne portugaise.
Donc on peut toujours se demander avec quel biais ce film a été fabriqué. Et la question de la légitimité qui a été dit très clairement par le réal dans sa présentation finale, et qui a clairement parlé en tout cas qui était conscient des enjeux de ce que c'est avoir une démarche décolonialiste et de remise en question de l'influence du Portugal sur l'avenir sur l'histoire de l'Angola. C'était aussi c'était intéressant parce que le film est en Kinbutu, qui est une des langues parlées en Angola, ce qui est parfois assez rare et difficile à faire passer, et qui s'expliquait notamment que le réalisateur avait travaillé en collaboration avec des actrices locales, donc par exemple le personnage de Yara, qui est la petite fille, est inspiré et joué par une rappeuse angolaise qui s'appelle Medusa, et qui est très très cool, à la fois dans le film et dans son travail artistique en dehors. Et voilà, donc ça c'est bien. Si vous avez l'occasion, si vous faites un film sur une culture qui n'est pas la vôtre, vraiment, renseignez-vous beaucoup, impliquez un maximum de personnes de la culture dont vous parlez dedans, à la fois dans les décisions créatives, mais aussi dans la fabrication et dans les voix et dans la musique, autant que possible, car c'est un devoir que vous avez en tant que créatrice. Et voilà, pardon, je vous ai pas du tout passé la bande-annonce pour que vous voyiez à quoi ça ressemble. J'étais perdu dans mon discours. Mais voilà, enfin vraiment positif sur Nayala. Donc voilà, Angola, l'histoire se déroule entre 95 et 2011. Donc voilà, le film mélange de la 2D pour tous les passages du souvenir et des techniques parfois assez... des techniques traditionnelles pour des passages de rêve ou d'hallucination ou mystiques, et le présent, donc comme la séquence que vous voyez là, est fait dans une 3D très stylisée, qui est assez jolie également. Donc voilà, le film est assez créatif dans ses choix graphiques. Bah, vous allez le voir dans la bande-annonce déjà. Mais bon, évidemment, c'est un film qui parle de guerre, du coup, attendez-vous quand même à des scènes assez difficiles. Mais voilà, le réalisateur avait parlé du fait de projeter le film aussi en Angola devant le public local, et que ça avait été une expérience intéressante, et finalement peu importe que moi je pense du film plutôt que l'avis des personnes qui sont directement concernées par cette histoire. Les autres sorties suivantes, nous avons celui-ci, j'ai vu très peu de choses dessus. En fait, j'ai découvert parce que il fait partie de la programmation du Cartoon Movie, donc Le Royaume de Naya, qui est un film ukrainien en 3D, qui est un film fantastique. Je vous passe la bande-annonce que j'ai pas encore vue. J'avoue que le graphisme me parle assez peu, ça a l'air d'être... Depuis la nuit des temps, les humains et les êtres de la forêt sont en guerre. Qui sort fin mars. Ma chère Naya, c'est toi l'élu. Tu dois protéger notre royaume. Bonjour, mon nom est Lucas. Il paraît que vous cherchez quelqu'un. Que faut-il que je fasse? Moi non plus, je ne savais pas que ce film existait. J'avoue que... il a l'air très générique. Mais comme on va parler de ce que c'est, le film générique après. Je ne suis pas un démon, je suis Naya. Je suis Naya. Je suis l'esprit de la forêt. C'est l'esprit de la forêt. Ce poème... Tu réalises à quel point c'est illégal? On peut s'envoler. La musique me tue, hein, par contre. Cet humain n'est pas différent des autres. Ça ne te tente pas, Elliot. C'est bizarre. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut.
Il y a vraiment quelque chose à dire sur l'uniformisation de la 3D actuellement, et la copie de à peu près tout le reste du monde sur la 3D américaine. Fuis et ne reviens jamais. Ouais, je sais pas trop la couverture nationale qu'aura ce film. Une grande bonté et un grand cœur, Naya. Mais je pense que... La même erreur que moi jadis. Peut-être que j'irai le voir. Peut-être que je vous dirai. Naya, c'est comme ça, Titina, c'est un film incompris. Mais bon, j'avoue qu'il y a un peu de chance. Au cinéma le 29 mars. Donc, Le Royaume de Naya qui sort le 29 mars prochain. C'est un film pour enfants, soyez gentils, c'est un film pour enfants. Autre film qui m'intéresse pas mal, qui est Valentina, qui va sortir le 22 mars prochain, du coup, semaine prochaine, avec réalisé par Chiro Loureiro et Louva Testa. Ça a l'air d'être un film tout gentil pour enfants, on va regarder la bande-annonce ensemble, et puis après je vais vous parler un peu de ses spécificités. Donc... jusqu'à 3. Et si tu ne sors pas, alors là, je te parlerai plus jamais. Tu peux me croire. Valentina? Ha? Ma grand-mère, elle est super. Mais ça Est-ce que le son est bon de votre côté? Pas vu. Elle me manque beaucoup. Ce que je veux, le plus au monde, c'est ne plus avoir la trisomie 21. J'en ai assez, moi. C'est autour de quelqu'un d'autre, maintenant. Mais d'où est-ce que vous sortez, vous tous? Du jeu d'échecs, naturellement. Naturellement. Et si on partait tous ensemble à la recherche de mamie? Nous sommes tous différents. Et la passion, c'est l'ingrédient le plus essentiel pour suivre ses rêves et les réaliser. Je trouve que le style est Je pourrais peut-être devenir... étonnamment assez joli, mais j'avoue que je suis un peu... je suis toujours un peu biaisé, j'aime bien la 3D avec plein de choses nouvelles. des éléments visuels de 2D. Notamment, je trouve que ce qui me perturbe beaucoup avec la 3D très photoréaliste, c'est les yeux. Et du coup, avoir des yeux en 2D, ça pallie beaucoup des défauts de la... Enfin, que moi je trouve à la 3D. Du coup, Valentina, c'est un film qui est important parce que, comme on va en parler juste après sur Représentativiste, c'est un personnage qui est trisomique. Le film a été fait en collaboration avec une association, et notamment, je parlais juste avant des actrices de Nayola, l'actrice qui joue Valentina, du coup l'héroïne du film, s'appelle Jeanne Métivé, et une personne trisomique elle-même qui est dans le doublage et qui fait de la radio. Et donc je trouve ça intéressant d'avoir un film qui aborde aussi très frontalement la question du handicap, et qui a l'air de le faire de manière destinée aux enfants, de le faire de manière très douce, et de la différence. Je trouve que le design est pas mal en vrai, mais il y a plein de designs pas... La technique est pas mal en vrai, mais il y a plein de designs pas top. Oui, oui. Oui, c'est un peu générique facile, il y a des petits animaux mignons, il y a un jeu d'échecs et tout ça. Mais c'est super bien, c'est la démarche, qu'on prend vraiment des personnages concernés, et on s'est dit, oui, c'est ça la grosse idée, ça va être un peu l'idée qu'on va développer à travers toute cette émission. Donc voilà, Valentina, je pense que ce sera un film tout gentil, tout doux, mais je trouve ça bien, et c'est un gros défaut qu'a le cinéma d'animation, c'est de vouloir énormément parler de la différence. Vous avez entendu la petite chanson parce que la différence ce n'est pas grave, et que c'est la passion qui compte. Généralement les films ont du mal à définir ce qu'est la différence, et il y a beaucoup de subterfuges, de métaphores et d'allégories qui sont utilisés pour rendre les films aussi génériques, et que les gens puissent y mettre ce qu'ils veulent dans la différence vécue des personnages du film. Donc je trouve ça bien que ce soit un film qui le traite de manière frontale, et qui apparemment a été fait dans les bonnes intentions. Alors je ne l'ai pas vu, et je ne suis pas au courant de tous les enjeux autour de la représentation des personnes trisomiques. Pour l'instant, comme les voyants étaient plutôt ouverts, donc celui-ci je suis quasi certain d'aller le voir et de vous faire un petit review dessus. Vu le type de film, je pense qu'il restera longtemps en salle, et qu'il y aura des séances enfants. Voilà, donc sorti semaine prochaine. Et ensuite, gros film que j'attends depuis un moment aussi, qui sort le 22 mars, c'est Saut l'aveugle, femme endormie, qui est un film français, mais adapté des nouvelles de Haruki Murakami, du coup, qui est un très très grand auteur et très prolifique auteur japonais, qui a fait 1Q84 et qui a fait Kafka sur le rivage, qui sont ses gros romans connus en France.
Et du coup, regardons ensemble. Je me suis pas énormément renseigné sur le film, mais il a été beaucoup relayé. J'aimerais vous offrir un vœu. Et j'avoue que j'ai Un vœu? une faiblesse particulière pour les films sur la mélancolie urbaine, notamment la mélancolie urbaine japonaise, mais la mélancolie urbaine en général, et Murakami a l'air de... Et le film a l'air de se pencher beaucoup là-dessus. Dernière nouvelle du tremblement de terre! Et elle regarde juste la télé. Elle a pas dit un mot depuis le tremblement de terre. Kyoko, c'est comme si j'existais pas. C'est votre devoir d'obtenir des résultats d'ici la semaine prochaine. Je me fais bien comprendre. Si elle avait un amant, elle passerait pas son temps à regarder des tours s'effondrer. Voilà, je crois que c'est un ensemble de... C'est un film choral. Je ne reviendrai Ça me jamais. tue à chaque fois qu'il Pourquoi apparaît, tu ce ferais pas personnage. un petit voyage, par exemple? C'est quoi la chose la plus douloureuse qui t'est arrivée? Vivre avec toi, c'est comme vivre avec une bulle Ah. d'air. Je me souviens pas. Un petit peu de musique classique. C'est dans le bingo, hein, la musique classique. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu pour sauver Tokyo de sa destruction. C'est quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? Demain, il pourrait y avoir un autre tremblement de terre. Tu peux faire n'importe quel vœu. Mais en fin de compte, on n'est jamais que soi-même. Vivre avec toi, c'est comme vivre avec une bulle d'air. Du coup, assez intéressé par Ce l'aveugle fait m'endormir. Il y a de plus en plus étonnamment pas de collaboration, mais de films d'animation français et européens qui s'intéressent au Japon. Il y en a beaucoup en préparation, il y en a un en particulier, voilà, Jatomi Yoko, dont on va parler pendant le Cartoon Movie, mais il y en a un autre qui est une adaptation d'Amélie Nothomb, qui est en préparation, qui s'appelle... mais dont le trailer est sorti et qui va sortir, je pense, d'ici 1 an ou 2. J'attends de voir à quel point ça va bien traiter les histoires. J'avoue que je connais mal le travail de Murakami. Pour moi, c'est des récits assez oniriques et mélancoliques, donc ça peut être dans les choses que j'aime, mais je ne sais pas trop. Et ouais, après Le Sommet des Dieux, après tout ça, j'attends de voir, mais ça peut être cool. Avançons un peu, parce que je patine beaucoup. Moi, je me méfie du traitement des persos féminins dans ce film, mais on verra. Oui. Je pense aussi, j'ai l'impression que les 3 protagonistes qu'on nous présente sont des hommes, et je sais que... je crois savoir que Murakami écrit particulièrement mal les personnages féminins, mais je ne m'avancerai pas trop. J'ai vu des extraits sur... on va dire que son travail revient souvent dans certains groupes critiques. Mais bon, je vais pas élaborer là-dessus tant que je ne me suis pas plus renseigné sur la question. La grosse nouvelle aussi de cette semaine, c'est un rapport qu'a sorti le groupe Les Intervalles, du coup, qui est un groupe d'observation et de commentaires sur l'industrie du cinéma d'animation en France. Du coup, le groupe Les Intervalles avait fait un rapport il y a quelques années sur les représentations genrées et raciales dans les séries d'animation françaises, qui date d'il y a 2 ans, je crois, qui était très complet, très chiffré et vraiment très intéressant. Et cette année, ça a été refait, mais cette fois-ci sur les représentations dans les longs métrages d'animation. C'est une étude qui est plus interprétative que l'étude précédente qui avait été faite, simplement par le fait que, dû au fait que les longs métrages, il y en a moins qui sortent sur une dizaine d'années, parce que l'étude porte de 2010 à 2020, ont été référencés 75 films. Les films sont purement français aussi, parce que pour éviter d'avoir un mélange culturel ou parfois de se taper l'argumentaire de vous critiquer quelque chose alors que c'est une coproduction ou alors que ça a été écrit par d'autres personnes. Voilà, c'est des films qui sont franco-français, faits en France et pour un public français. Du coup, toute leur qualité et leurs défauts seront purement français. Je dis ça parce que l'étude exclut notamment les films de MacGuff qui sont, si ce sont des longs métrages bien produits en France. MacGuff, c'est MacGuff Illumination, c'est Les Mignons, Moi Moche et Méchant, des longs métrages d'animation 3D fabriqués en France, mais écrits et parfois réalisés par des groupes américains. Donc l'influence de la culture américaine et du cinéma américain est plus présente sur ces films-là, donc ils ont été retirés. Pourquoi on a besoin de ces études de représentation? Et je vais vous le montrer très rapidement pour les chiffres, parce qu'il y a un problème qui est général, là en général, mais qui est spécialement présent dans le cinéma, qui est un manque de représentation.
Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a un problème de qui sont les gens à l'écran et qui sont les gens derrière la caméra. Et notamment que tous les biais de discrimination s'appliquent très fort au long métrage d'animation. Donc vous pouvez vous en douter, les femmes sont sous-représentées, les personnes des communautés LGBTQ+, sont sous-représentées, les personnes racisées sont sous-représentées derrière et devant la caméra. Notamment pour les questions de genre, on a un phénomène qui est maintenant tout à fait observé, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui réalisent, mais aussi il y a des petits tiroirs dans ce tiroir de problèmes, et il y a des petits tiroirs dans les petits tiroirs des petits tiroirs, qui sont que là où il y a beaucoup de réalisateurs hommes qui réalisent en solo, il y a très peu de réalisatrices, donc là on est à 45% versus 2% de réalisatrices en groupe, de 0% de réalisatrices solo, car pour une raison ou pour une autre, entre parenthèses, c'est la photopatriarcat, il y a moins de femmes qui réalisent, il y a moins de personnes en minorité de genre qui réalisent. Quand les femmes et des personnes en minorité de genre réalisent, on les associe extrêmement souvent à un duo, dans un duo paritaire, ou dans des duos ou trios, donc c'est-à-dire que, globalement, le message que ça envoie, c'est que si vous n'êtes pas un homme, vous ne pouvez pas réaliser un film seul, car on vous demande d'être à plusieurs pour répartir les responsabilités ou ce genre de choses, ou en tout cas, c'est des chiffres qui poussent assez dans ce sens-là. Ouais, il y a un gros problème de représentation de ce côté-là de la caméra. À noter que spécifiquement pour le long métrage, qui est un format particulièrement cher et plus rare, ces chiffres sont encore accentués. Ce que je vous avais montré pendant le festival de Clermont-Ferrand, cette info du CNC de 2019 qui montrait une présence un peu plus paritaire des femmes dans l'industrie du cinéma. Vous voyez qu'on est à 38% de femmes réalisatrices parce que les enjeux économiques sont moins grands. Alors on a quelques exemples positifs qui nous sont donnés sur des réalisatrices en activité. Dans les exemples français qu'on a, j'ai jeté quelques-uns pour 2022-2023. Nous avons Hélène Giraud qui a bossé sur Minuscule et Minuscule 2, qui fait étonnant les seuls 2 longs métrages français avec des personnages dont le genre n'est pas spécifié, et pour une raison qui est simple, c'est des films dédiés à des personnages d'insectes, et c'est des films muets, donc il n'y a aucune information ni dans les designs, ni dans les voix des actrices utilisées, ni dans les intentions du film, qui permet de déterminer si on a affaire à des coccinelles d'un genre déterminé. Mais sinon, voilà, là, pour vous dire que la représentation non-binaire est absolument de zéro. Il y a Zatou Betman et Ella Gobé-Melevec qui ont fait Les Hirondelles de Kaboul, du coup, qui est un très beau film et qui, dans sa réalisation, se voyait on voyait dans le film les envies féministes et de représentation qui étaient dedans. Marguerite Aboué, qui a travaillé sur Aya de Yopou. Sinem Sakaoglou, qui a travaillé sur Le Marchand de Sable, qui est un film que je ne connais pas du tout, j'avoue. J'étais assez curieux. Et plus récemment, on a eu La Traversée de Florence Miaille, qui est sortie. Oh, tu as raté le début du live, c'est pas grave, pas grave. Si jamais sur YouTube il y a une vidéo du collectif 55L qui s'appelle On en est où sur la gaieté de la prod en 2022 qui fait le point sur la situation. Ouh, ok. Et donc, comme je vous disais, cette étude, elle est basée sur moins de chiffres, du coup, elle a une tendance à être plus interprétative, qui est tout à fait assumée par la rédaction des intervalles, mais qui, sur l'observation de 70 films, on voit quand même les poncifs qui reviennent souvent, même si on n'a pas 200 ou 300 ou des énormes chiffres très significatifs. Et l'étude s'arrête aussi sur des points en disant, ça on ne peut pas conclure, notamment sur la présence, par exemple, des personnes âgées dans le cinéma d'animation, où il y a très peu de personnages âgés. Je vais peut-être le faire dans l'ordre, et que, voilà, c'est ce passage-là, des héros divers et des héroïnes d'exception, que on retrouve ça aussi dans le cinéma français, où il y a tellement peu de représentation féminine, qu'il y a une vraie tendance à se diriger vers des rôles presque de super-héroïnes, et qu'en fait, ça c'est cool, parce que ça donne des modèles intéressants, mais malheureusement, ça appauvrit les représentations. Parce que ça veut dire que si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas être faillible, vous ne pouvez pas avoir des problèmes
des problèmes divers. Il y a peu d'héroïnes anti-héros. Nayola, le film dont je parlais plus tôt, un film où Nayola est un personnage qui est assez ambigu, notamment sur son rapport à la violence, et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup moins dans le cinéma français où il y a des héros très idéalisés. Malheureusement, qu'il y avait peu de personnages féminins, et que comme les personnages féminins étaient souvent seuls, ça veut dire qu'il y avait souvent des groupes avec peu de persos féminins, donc les personnages féminins servaient souvent d'intérêt amoureux pour un héros masculin, et donc aussi ça permettait de voir des histoires d'amitié, et que pour des raisons un peu liées au patriarcat, les personnages féminins étaient beaucoup cantonnés à la cellule familiale, donc dans des rôles de parents, de grands-parents, et que malheureusement c'était moins développé. Sur la représentation des personnes issues des communautés LGBT, c'est bien simple, il n'y en avait pas du tout. Ni dans des histoires d'amour, ni dans des histoires sans romance, c'est quelque chose qui est absolument pas représenté. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très dommageable. On commence à voir plus régulièrement dans du cinéma, du coup étranger, des représentations. On avait parlé ici de Flea, avec son héros gay. On avait parlé de Avalonia, le film Disney, avec même chose, un personnage de héros d'homme gay. Il y en a très peu, et c'est difficile à trouver, donc vous voyez que c'est vraiment une difficulté. C'est peut-être quelque chose qui va être corrigé dans les prochaines années. Je sais qu'il y a une série en développement en Belgique, une coproduction française avec une héroïne lesbienne, mais je n'ai plus le nom, qui était cité dans le rapport 2022 des intervalles aussi. Donc voilà, simplement aucune représentativité, ce qui est absurde. Donc voilà, pas de représentation de personnages LGBTQ+, sachant que les personnes LGBTQ+, représentent... alors selon les sources, entre 5 et 20% de la population, ça fait beaucoup trop peu de représentation. Donc voilà, faut s'activer, faut s'activer. On parlait aussi des personnes racisées. Donc les personnes racisées, si vous n'êtes pas familier avec cette appellation, une personne racisée, c'est une personne non blanche, donc c'est une personne noire, c'est une personne arabe, c'est une personne asiatique. Dans le cinéma français, il y a très peu de personnages non blancs, simplement. Et du coup, les rares représentations qu'on a en France, ce sont des films qui se passent dans des pays étrangers. De mémoire, Les Hirondelles de Kaboul. Il y avait Pachamama qui se passait en Amérique du Sud pendant la période Inca. Je les ai plus, mais en tout cas, c'est des films qui se déroulent pas sur le territoire français, comme si on ne pouvait pas représenter des personnes racisées en France, alors que il y a beaucoup de personnes racisées, immigrées, étrangères qui habitent en France. Du coup, il faudrait leur laisser une place plus grande. Quelque chose qui était intéressant, qui est un point que je rarement évoqué, qui était que les personnages racisés sont aussi placés dans des contextes historiques précis. C'est-à-dire, je vais reprendre l'exemple de Pachamama, parce que je l'ai vu récemment, on suit deux personnages Inca, et malheureusement ils sont fixés dans une période qui est la période où il y a l'arrivée des Espagnols et de Cortés, je crois, donc il y a une présence colonisatrice et une présence blanche dans ces films, et en gros, ça veut dire que les personnages racisés sont vraiment cantonnés à des films d'époque et à des films historiques, et que aussi ces films-là sont faits sur des films de période, parce que c'est des périodes historiquement importantes, comme les révolutions dans le monde arabe, les révolutions historiques, des changements de monarchie ou de régime politique. Et que du coup, ces films où il y a des représentations racisées, ce sont aussi des films qui généralement donnent une image assez complexe et négative de ces pays, puisque on reprend l'exemple de Nayola, c'est un film qui se passe pendant la guerre civile, donc forcément on voit de la mort, de la souffrance, de la destruction, donc si comme moi vous ne connaissez pas spécialement l'histoire de l'Angola et sa représentation, vous allez sortir avec une image du film qui est waouh, c'est un pays hyper dur, hyper violent, et ce sera associé à cette présence de personnages racisés. Les deux films qui ne répondaient pas à ces impératifs de période historique très forte étaient Aya Diopougon, du coup de Marguerite Aboué, qui est plus un récit au jour le jour dans un quartier de Yopougon, le quartier de Yopougon à Abidjan, et donc qui est plus concentré sur des histoires amoureuses, et l'autre était Le chat du rabbin de Johann Sfar, et vous pouvez faire la connexion, l'article le fait, et moi je le pense aussi, c'est fait par deux personnes qui sont les autoristes de la BD, et qui sont elles-mêmes des personnes racisées,
et que ces récits-là, ils sont plus inscrits dans un quotidien et de la mondanité, et donc ils sont des histoires beaucoup moins graves, et que c'est peut-être ça qu'on veut observer. Je pense que on parlait de Alerte Rouge, un film qui parle du coup des communautés asiatiques aux États-Unis. C'est des récits comme ça qu'on veut plus, et que les personnes racisées demandent beaucoup, puisqu'on ne veut pas... elles veulent être représentées comme des personnes qui font partie de la société, qui font partie des pays où elles habitent, qui ne tombent pas dans des dichotomies de c'est des personnes montrées très négativement, ou au contraire posées sur un piédestal inatteignable. Donc j'espère qu'il y a ce genre de films installés dans la normalité et le quotidien qui vont continuer à se développer dans le futur. C'est pour ça que sur Valentina, j'espère que ça va montrer une image positive des personnes trisomiques. On revient sur Valentina, une représentation réduite du handicap. Qui sont cités sont La jeune fille sans main, du coup l'histoire c'est un conte où un personnage perd ses mains pendant un moment du récit. Phantom Boy, c'est des personnages qui sont hospitalisés et qui se baladent en fantôme dans une espèce de ville imaginaire. Il y a aussi, étonnamment, je l'avais complètement oublié, mais Pourquoi je n'ai pas mangé, de Jamel Debbouze, qui présente comme un personnage et joué et écrit par Jamel Debbouze, présente un handicap vécu par Jamel Debbouze. C'est un peu cruel comme moi de pointer à chaque fois ce genre de choses, mais l'idée que vous devez retenir, c'est que si une personne a vécu un handicap et qu'elle en parle, elle en parlera mieux. Elle en parlera bien, elle en parlera de manière appropriée. Si une personne racisée écrit des personnes racisées, elle va les écrire plus pertinemment. Et c'est pour ça que je dois revenir sur l'identité des réalisateuristes de ces récits-là. La question du handicap, elle est très complexe parce que c'est quelque chose qui touche une grande partie de la population. Je cherchais les statistiques justement pour vous parler de représentativité. En fait, il y a 12 millions de personnes en France qui sont considérées comme souffrant d'un handicap temporaire ou définitif, en tout cas un handicap qui crée une incapacité dans la vie courante. En animation, c'est vrai que c'est très rare de le montrer. Tant qu'on est sur le sujet du handicap, on peut parler du sujet du physique, puisque le handicap est divisé en plusieurs catégories, mais principalement des handicaps physiques et des handicaps mentaux. On peut dire que comme des personnages sont conçus, dessinés ou modélisés, ils sont souvent idéalisés ou ramenés vers la norme dans une intention de parler au plus grand nombre, mais il faut bien admettre que le plus grand nombre, c'est des perspectives et des identités très très diverses et qu'il faut qu'elles soient plus représentées. Donc avoir des personnes autistes, des personnes souffrant de troubles, d'avoir des personnes handicapées, c'est intéressant. Ce que soulignait un peu l'article des intervalles, c'est que dans beaucoup de cas c'était très lié à des accidents qui étaient montrés dans le film, plutôt que des handicaps qui étaient plus constants dans la vie et vécus, et qu'on s'intéressait moins au parcours et au vécu, plutôt qu'à un moment très brut de la vie. Dans J'ai perdu mon corps et dans La jeune fille sans main, des accidents qui amènent à la perte de membres sont très liés à des éléments du scénario. Comme si, quand on parlait d'handicap, il faudrait que ce soit exactement le sujet du film. Et sinon, dans des films dont ce n'est pas le sujet, ces représentations n'existent pas, quoi. Pour conclure là-dessus, le bilan, il est un peu triste. Il y a très peu de représentativité. On voit qu'il y a des énormes portions de la population française qui ne sont pas représentées dans le cinéma d'animation. Les raisons sont diverses. Dans un premier temps, en termes de représentation visuelle, il y a un vrai problème dans les designs des personnages, où on cherche à faire des choses très, très peu diversifiées, ce qu'on appelle un produit d'appel qui est censé parler à une majorité de la population mais qui ne le fait pas. Et donc on finit avec des chara-designs qui sont un peu sans âme, quoi, avec toujours les mêmes profils de personnes idéalisées, hyper normées, en fait des personnages inspirés de top modèles de mode ou de photographie idéaliste, et où la moindre trace de la différence est en fait effacée pour ramener à une norme très blanche, hétéro, aisée, cis, tout ce qu'on vous dit sur le patriarcat depuis 15 ans, quoi. Et que ça se transcrit par une
un manque d'intérêt. Alors on ne sait pas artistique, je suis positif et j'espère que non, mais en tout cas dans les projets qui sont financés, réalisés et portés à bout, il y a un vrai souci. Et la vraie raison qui est derrière, c'est qu'on ne laisse pas aux personnes concernées l'occasion de parler de ce genre de sujet parce qu'on les estime pas assez pertinents ou qui ne vont pas parler à un assez grand... Enfin, qui n'ont pas de viabilité commerciale. C'est quelque chose qui est en train de changer très doucement. Pour revenir un peu à cette émission, moi c'est quelque chose que je vis beaucoup par l'expérience d'autres personnes, parce que, étant donné mon identité, je suis ciblé par très peu de discrimination. Voilà, si vous imaginez la norme et le privilège, vous n'êtes pas très très loin de mon identité à moi, globalement. Donc à chaque fois, c'est des choses que je vais évoquer et questionner, remettre en question à partir de textes et d'expériences qu'on m'a rapportées, mais ne prenez pas forcément ma parole pour argent comptant. Il faut consulter beaucoup de personnes et beaucoup de profils et de perspectives sur différents sujets différents pour avoir un avis correct là-dessus. Mais la conclusion étant que on veut plus de représentation diversifiée dans le cinéma d'animation, que les décisionnaires et qu'on finance des projets avec des personnes concernées qui parlent à la fois de leur expérience et qui intègrent l'expérience au personnage de leur film, et qu'on casse cette norme de dès qu'on choisit un personnage qui sort de cette norme blanche, masculine, cis, hétéro, ça devienne un sujet principal du film. Ce qui est demandé par tous les militants, c'est plus de diversité et mieux écrite, et plus incorporée au réel, avec moins de vision fantasmée et déformée et ce genre de choses. J'espère que c'est intéressant. J'ai vraiment l'impression de m'être pris les pieds dans le tapis. C'est un sujet qui est assez complexe, qui est très politique, et dont j'ai pas tellement l'habitude de parler, mais c'est un sujet qui est important pour moi. Et j'espère que ce sera important pour vous, et j'espère qu'à travers cette petite présentation, j'ai pu vous évoquer quelques idées générales, des choses sur lesquelles il faut faire attention. Je pense que ce sera peut-être plus facile pour moi de venir le faire sur des exemples précis, et de construire ça petit à petit. Voilà, c'est une première mission sur le sujet, mais par contre c'est un sujet qui va revenir encore et encore et encore et encore, parce que c'est un des plus gros questionnements du cinéma actuel, et c'est un questionnement qui me touche personnellement, parce que j'ai envie parce que pour moi le cinéma d'animation c'est un média qui pourrait être tellement plus et tellement mieux et moins limité, et en fait on se rend compte que dans un médium où tout est fabriqué et tout est conceptualisé et pensé, on retrouve un reflet de la société qui est hyper limitatif et qui en fait n'est pas réel, quoi.